Pour être honnête, on observe un patriotisme au rabais. Quand on commence à proposer des solutions pour le pays qui ne viennent pas du Brésil, quand on commence à offrir les ressources naturelles du Brésil à d'autres pays de manière servile, n'est-ce pas, comme des vassaux d'un autre pays. Celui qui est vraiment patriote ne plaisante pas avec la souveraineté nationale, que ce soit en ce qui concerne la lutte contre les factions, dans les relations avec un autre pays ou dans les impacts économiques. Donc, de tout ce dont nous parlons, nous disons ceci: le Brésil devrait s'honorer, devrait être fier des institutions qu'il a mises en place. Et s'il y a des problèmes, nous devons corriger les institutions de manière démocratique, avec de grands débats. Alors qu'attendrais-je de l'opposition? Lancer dans le débat public brésilien la question d'améliorer l'action des polices, de la police fédérale, du pouvoir judiciaire et du ministère public. Et non pas autre chose comme saluer le drapeau américain, faire l'éloge des États-Unis, offrir les minéraux critiques que nous avons à une autre souveraineté. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas plaisanter avec la souveraineté nationale. La police fédérale, le service fédéral des impôts, le COAF vont continuer à enquêter, à ouvrir des portes de coopération en suivant la loi nationale. Si les États-Unis veulent nous fournir des informations pour nous aider, c'est bienvenu. Nous voulons élargir et faire plus. C'est pareil pour les pays d'Europe. Je viens d'être au G7 où j'ai aussi demandé leur coopération. C'est positif à condition de préserver notre souveraineté en matière de défense et de lutte contre le crime organisé. Ceux qui n'aiment pas et ne s'abonnent pas boivent du détergent. Ce qui est mauvais, c'est d'utiliser une force étrangère pour contraindre les institutions nationales, faire pression sur la Cour suprême, faire pression sur la police fédérale, faire pression sur les polices et les enquêteurs des États, n'est-ce pas, qui, selon eux, ne freinent pas du bon travail. Alors il faut aller jusqu'à Marco Rubio, au département d'État des États-Unis, pour renforcer la lutte. Ah, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas mélanger la politique nationale, la souveraineté nationale et tout le débat que, en tant que bon démocrate, je salue. Le débat national sur les meilleures orientations et projets pour le pays est le bienvenu. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de recevoir un financement électoral pour faire campagne d'un organisme étranger. On ne peut pas utiliser comme mesure de négociation, comme projet de pays, un acte d'un autre pays. Imaginez-vous arriver dans une campagne présidentielle et dire ceci: le Brésil ne progressera que si nous fournissons nos minerais critiques aux États-Unis, car c'est leur demande. Ils demandent des minerais critiques pour mener une sorte de concurrence plus forte avec la Chine. C'est la stratégie des États-Unis. Quelle est celle du Brésil? Il me semble qu'il y a ici une déviation dans ce débat. Quand on va demander une mesure à une autorité étrangère, on est en train d'étirer, on fuit les règles du jeu qui consistent à présenter une proposition pour le pays. Et c'est cela qui devrait être fait. La protection de l'économie concerne aussi la souveraineté nationale. Il est illogique qu'une mesure tarifaire américaine nuise aux entrepreneurs brésiliens. Comme cela s'est produit lors du tarifacio l'année dernière, sans le plan Brésil souverain, sans la défense du président Lula, cela n'aurait pas été annulé. Nous serions entrés dans une négociation biaisée avec les États-Unis pour, rapidement, comme l'a fait l'Europe par exemple, dire non, non, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Pour les arrivants des États-Unis au Brésil, la taxe est annulée, mais nos entrepreneurs doivent payer une taxe pour exporter aux États-Unis. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, avec cette désignation de terrorisme de ces organisations, il ne peut pas non plus y avoir de préjudice pour notre économie. On ne peut pas augmenter le risque pays, on ne peut pas faire fuir les investisseurs étrangers qui veulent venir au Brésil pour faire de nouveaux investissements et on ne peut pas nuire au PIX. PIX est le symbole majeur de notre souveraineté financière. Le PIX n'a pas à rendre de compte à une multinationale nord-américaine. Il n'a pas à payer de frais d'intermédiation à une marque de carte de crédit. Au Brésil, le PIX est actuellement utilisé gratuitement. Les utilisateurs choisissent le PIX, l'utilisent sans bureaucratie et de façon intuitive, ce qui est appréciable. Le PIX, c'est une solution nationale conçue pour les Brésiliens, pour les entreprises brésiliennes, et il n'est pas envisageable de porter préjudice au PIX. Même si l'on extrapole à partir de la décision de désignation, il pourrait y avoir des sanctions du département du Trésor américain qui pourraient nuire à nos institutions financières, à nos fintechs, au PIX et à ceux qui utilisent le PIX dans le pays. Si nous restons inactifs et ne montrons aucune préoccupation, imaginez des clients brésiliens utilisant leur compte même pour faire des PIX dans votre banque. Si, un jour, il apparaît qu'un compte d'une organisation criminelle ou de quelqu'un qui a payé une organisation criminelle existe dans cette banque et que quelqu'un signale aux États-Unis que cette banque a eu un compte lié à une organisation criminelle,
Les États-Unis pourraient sanctionner une banque brésilienne ou une institution financière l'empêchant d'opérer, de financer des exportations ou d'acheter des devises américaines aux États-Unis. Comme une banque brésilienne aujourd'hui, elle agit sur ses portefeuilles et dispose de devises pour opérer. Elle passe des contrats avec ceux qui exportent vers les États-Unis, recevant souvent le dollar comme garantie. Et si vous mettez cette banque sous pression, ce qui peut arriver, c'est que le PIX qui est lié à la banque finit par nuire à l'utilisateur. Donc, si vous comptez sur votre PIX, si votre institution financière entre dans cette spirale, vous pouvez en être affecté. Il ne sert à rien de dire que cela est lointain, car la souveraineté nationale n'est pas à prendre à la légère. Il faut donc signaler ce risque dès maintenant pour le minimiser. Il est important de parler avec les Américains par la voie diplomatique pour expliquer que cela ne peut pas se produire, que ce soit pour nos institutions financières, également en mouvement et en discussion, afin d'éviter cela. Que notre opposition n'emprunte pas cette mauvaise voie pour le pays. Voulez-vous collaborer à la lutte contre le crime organisé? Nous sommes les premiers à avoir un canal ouvert ici ou à l'étranger. Mais il est inacceptable de faire du pays une cible et de mettre le Brésil dans l'embarras au détriment de notre économie. Nous ne l'accepterons pas. Monsieur le ministre, pour la première fois, cette note, cette déclaration officielle du gouvernement, après cette décision du gouvernement des États-Unis, a mentionné nommément la famille Bolsonaro. Oui, nous entendions déjà ici, à l'Esplanade, au Palais du Planalto, l'action de l'année dernière de l'ancien député Eduardo Bolsonaro comme étant la raison, l'une des raisons qui a finalement abouti, en fin de compte, à l'augmentation des tarifs, ainsi qu'à d'autres sanctions, et maintenant la récente visite du sénateur Flavio Bolsonaro. La Maison-Blanche, et peu après, nous avons vu arriver cette désignation. Comment faire alors? J'aimerais vous entendre, parce qu'il me semble que, surtout une année comme celle-ci, il est difficile pour nous de réussir à dissocier les choses. La question est c'est plus idéologique que de savoir ce qui est vraiment bon ou mauvais, ou juste ou non, surtout quand on pense à des questions plus techniques, comme des facteurs économiques ou financiers. Il me semble qu'on reste bloqué, comme si on essayait d'essuyer de la glace. Parce que même s'il y a une approche plus technique, plus fondée, il peut toujours y avoir une intervention plus idéologique, plus politique. On dirait qu'on jette sans cesse de la chaux partout et qu'on recommence toujours. Enfin, je ne sais pas. J'ai senti que cette citation explicite dans la déclaration du gouvernement était une tentative de nommer les choses et de dire que, eh bien, nous avons essayé de faire quelque chose de différent, en dépit du tort qui peut être causé. Comment est-ce que vous évaluez cette corrélation et jusqu'où le gouvernement peut-il aller en tenant compte d'une opposition très active qui risque de l'être encore plus dans les prochains mois? Quelques considérations à partir de ce que vous avez dit. D'abord, ce sont eux-mêmes qui se désignent, n'est-ce pas? Que ce soit lors de l'épisode du Tarifasso ou maintenant avec la désignation d'organisations terroristes, ce sont eux-mêmes qui sont venus publiquement célébrer et dire que c'est une mesure qu'ils ont prise, qu'ils ont soutenue. Nous n'avons évoqué dans notre dialogue aucune famille, aucun député, aucun sénateur lors de la conversation institutionnelle qui a eu lieu. Donc, ce sont eux-mêmes qui ont célébré ces mesures contre le Brésil, contre l'économie brésilienne, contre les familles brésiliennes. Et quel est, à mon avis, le point central de ce débat? Faisons une analogie avec la loi électorale. La Constitution brésilienne et la loi électorale n'autorisent pas les investissements ni le financement d'organismes internationaux dans la politique brésilienne. Il est irrégulier pour un parti politique de recevoir un financement d'un parti allié d'un autre pays pour faire campagne au Brésil. Ce n'est pas possible, c'est interdit. Il en va de même maintenant. Donc, s'il y a un projet pour le pays qui doit être débattu par l'opposition, que cela se fasse dans le cadre de ce que le Brésil autorise. Très bien, monsieur le ministre. Pour clore ce chapitre, la désignation est actée. Existe-t-il une possibilité de revenir sur cette décision? Comment le gouvernement brésilien compte-t-il agir maintenant? Étant donné que le président Lula vient de rentrer avec ses ministres, quelles seraient les voies possibles ou comment le président Lula a-t-il orienté l'action de son équipe face à cette désignation? Le président Lula nous a d'abord demandé de protéger les Brésiliens. Faire attention à ce que nous ferons ensuite, c'est parler avec les personnes susceptibles d'être touchées afin d'avoir un diagnostic clair et d'agir toujours avec sérénité, sans improviser. Nous sommes responsables du pays, nous sommes à la tête d'institutions importantes du pays et nous allons bien mesurer nos actions pour agir avec diplomatie, avec des arguments solides, sans entrer dans le domaine électoral. Donc, je pense que nous allons continuer. Moi-même, je me suis déjà engagé à prendre contact avec mes homologues aux États-Unis,
mais de manière très transparente et technique. Donc, je rassemble les informations, j'évalue les impacts afin de ne pas donner lieu à des accusations ou à des rumeurs. Je vais présenter l'impact que cela génère au Brésil afin qu'il reconsidère la situation du point de vue de mes homologues. Je pense que le président Lula peut facilement parler avec le président Trump. Ils ont une bonne relation. Nous avons passé 3 heures. J'ai accompagné le président Lula à la Maison-Blanche, aussi bien lors d'une réunion préalable dans le bureau ovale que plus tard lors du déjeuner. Nous avons abordé plusieurs sujets. Nous avons parlé du Conseil de sécurité de l'ONU, des situations de guerre dans le monde, non seulement en Iran, mais aussi en Ukraine et ailleurs. Nous avons parlé de la relation bilatérale, nous avons abordé la question du crime organisé, enfin. Nous avons abordé plusieurs points et constaté une grande convergence sur la situation. Je ne pense pas qu'il y aura de difficultés. Bien sûr, cela ne se fera pas de manière précipitée, ni de manière servile envers les États-Unis. Avec de bons arguments et des informations, le Brésil doit s'exprimer par le président Lula et par moi-même. Et nous n'allons pas cesser de bien représenter notre pays auprès des États-Unis. J'aimerais vous entendre sur la question concernant ce groupe de travail qui a été créé, n'est-ce pas, par vous, par les deux gouvernements, après cette réunion à Washington pour discuter de le tarifacio, le tarifacio imposé l'année dernière. Oui, du côté brésilien, ces réunions sont dirigées par le ministre Marcio Elias, du développement de l'industrie, du commerce et des services. Et lors de la première réunion, il nous a dit que l'idée était d'essayer de rechercher d'abord des consensus, un consensus. Donc, partir des points de consensus, par exemple, les équipements médicaux qui sont très importants pour le SUS, et il est compris qu'ils font partie d'un secteur où il y a moins de désaccords, et on pourrait ainsi entamer une négociation réellement fructueuse. Où en est ce groupe de travail, Monsieur le ministre, d'après ce que vous avez suivi? Vont-ils respecter la période convenue? Prévoit-on un allongement des discussions? Espérez-vous une révision des tarifs, même si cela a des conséquences pour le Brésil? Voyez-vous, je suis très optimiste quant à ce processus de négociation et de dialogue avec les États-Unis. Même s'il est coordonné par le ministre Marcio Elias Rosa, j'ai suivi cela ainsi que mon équipe. Donc nous devons chercher ces points communs. On ne peut pas non plus aborder la question tarifaire comme une sanction contre le Brésil. Cela montre l'aspect politique et idéologique du débat. Maintenant, si l'on regarde secteur par secteur, quels sont les secteurs dans lesquels les entrepreneurs nord-américains n'arrivent pas à accéder au marché brésilien à cause des tarifs que le Brésil impose aux États-Unis? Quels sont ces secteurs? Et c'est ce débat qui est en cours. Parce que la majeure partie de notre portefeuille d'importation en provenance des États-Unis est déjà à taux zéro. Donc, il n'y a déjà plus de barrière à l'importation. Pour certains cas qui ne sont pas majoritaires, qui sont minoritaires, il existe une taxe d'importation, tout comme les États-Unis ont aussi une taxe d'importation avec nous maintenant. Donc, il est naturel qu'il y ait une négociation sur les produits qui devraient avoir un taux d'importation réduit, le Brésilien demandant au Nord-Américain et vice-versa. Nous avons réussi à retirer l'aspect idéologique et politique de l'histoire. Quand la forte hausse des tarifs a eu lieu l'an dernier, elle a été appliquée comme une règle générale pénalisant tout le Brésil, en disant que le Brésil n'a pas de liberté d'expression, qu'il y a des persécutions judiciaires, qu'il y a d'autres problèmes, ce qui n'est pas vrai, et nous avons montré que cela n'arrive pas au Brésil. Maintenant, des points spécifiques de l'ordre du jour sont ouverts à la négociation et je suis très optimiste quant au fait que nous arriverons à un bon résultat final à ce sujet.